Serge Pogam est sociologue à l'EHESS, spécialiste des inégalités et des ruptures sociales. Ses travaux portent sur l'analyse de la reproduction et du renouvellement des inégalités, sur l'étude des fondements des liens sociaux et des formes contemporaines de solidarité. Le samedi 27 mai 2023, dans le cadre du festival L'Histoire à venir, qui tenait sa 6e édition à Toulouse et dans les alentours, Serge Pogam était l'invité de la librairie Ombre Blanche pour y présenter son dernier livre, L'attachement social, forme et fondement de la solidarité humaine. Bonne écoute. Bonjour, je commence par ce petit moment traditionnel où je suis censé vous annoncer que vous assistez à une rencontre du festival L'Histoire à venir. C'est le 3e jour de cette édition. Je pense que chez vous, il doit y avoir des cernes qui commencent à se creuser. En tout cas, chez nous, ça commence à être le cas. Je vous remercie à nouveau et comme toujours d'être aussi présent et présent physiquement pour écouter les discussions, mais aussi présent intellectuellement, par la qualité de l'écoute qu'on ressent systématiquement, par la qualité des questions qui sont posées et des échanges que moi je peux avoir avec certains d'entre vous dans le cadre de la librairie et des différents endroits où je papillonne à travers le festival, comme les amis qui co-organisent. Le festival L'Histoire à venir, c'est une très petite et très grosse machine en même temps. On a réussi cette année, après des années un peu difficiles et pénibles pour les festivals et les rencontres, à organiser une grande et grosse édition avec donc à peu près 80 rencontres, une bonne centaine d'intervenants. Ça nécessite de faire travailler une équipe qui est absolument formidable, d'organisateurs de l'Histoire à venir, une équipe technique qui est extraordinaire, une équipe scientifique qui est aussi très très intéressante. Ça nécessite aussi de faire travailler les équipes du Théâtre Garonne, de la librairie notamment, et aussi de tous les lieux qui participent à cet événement. Pour soutenir cet événement, il y a un budget qui est nécessaire, qu'on trouve à grappiller un peu partout. Mais votre participation fait aussi partie du budget de l'Histoire à venir et permettra à ce festival de perdurer autant que possible et dans les conditions toujours les meilleures. Donc la participation est entièrement laissée libre. Vous mettez ce que vous voulez, mais je pense qu'il faut mettre un petit quelque chose. D'autant que pour l'instant, cette année, j'ai pas entendu parler d'échecs cuisants de rencontres qui seraient vraiment pas intéressantes ou dont personne serait ressorti avec rien en tête et rien à cogiter. Donc voilà, pour pouvoir maintenir la qualité de cet événement, c'est vraiment important de participer au niveau dont chacun peut participer. Il reste encore 2 jours de festival. Il reste encore plein de rencontres qui vont se passer. Vous avez épluché le programme. Moi-même, je ne sais plus exactement ce qui va suivre dans l'immédiat, mais je vous souhaite de passer de très très belles journées encore et d'assister un petit peu à tout ce que vous pouvez. On sait qu'on a des lieux qui sont parfois un peu petits par rapport au nombre de gens qui veulent assister. C'est aussi bien qu'on ne soit pas systématiquement dans des zéniths et qu'il y ait la possibilité d'avoir des ambiances peut-être un peu différentes et un peu plus intimes. Merci à vous. Ce matin, ici à la librairie, on a une grande chance qui est d'accueillir Serge Pogam. Pour moi, libraire en sciences humaines, Serge Pogam, c'était
un grand nom et des grands livres. Et le genre de noms et de livres qu'on suit sans arrêt, parce qu'ils s'intéressent à des thématiques sur la pauvreté notamment, aussi pour nous, gens du livre, parce qu'il y a eu des livres sur les pauvres en bibliothèque notamment, parce que Serge Pogam s'est occupé d'une collection qui a été tout à fait extraordinaire, le lien social au PUF, avec des textes formidables sur beaucoup la sociologie du lien social et de la pauvreté. Et c'est vrai que de moi-même, j'aurais jamais pensé à l'inviter, même parce qu'il y avait quelque chose d'un intouchable. C'est complètement idiot, hein, je dois dire. Et quand on en a discuté, et qu'on s'est dit, mais enfin, bon, je pense que vous l'avez entendu au fur et à mesure des quelques jours qui se sont déroulés, il y a beaucoup de choses sur le progrès technique. Des fois, il faut avouer qu'il y a des rencontres un petit peu flippantes et dont on sort un peu assommé sur le monde tel qu'il est et tel qu'il nous entoure. Quand on s'est rendu compte de ça et qu'on s'est dit, bon, quand même, faut pas oublier non plus qu'il y a d'autres types de progrès, comme par exemple le progrès social, qui est pas quelque chose à négliger. Il y a un livre énorme de Serge Pogam qui vient d'arriver là-dessus, invitons-le. Et c'était l'évidence. Enfin, une fois que c'est formulé, ça devient l'évidence. Donc aujourd'hui, on va avoir le plaisir d'entendre Serge nous parler d'attachement social, de lien social. Alors, c'est vraiment une très dense réflexion, à la fois très théorique, sur ce qu'est l'attachement, c'est-à-dire pas uniquement l'affection, l'amour, mais bien aussi ce qui nous lie, ce qui nous accroche les uns aux autres, avec ce que ça peut avoir aussi de pénible, parfois, d'être soudé, de ne pas forcément pouvoir se sortir de ces liens. Pour ça, il reprend un peu l'histoire de la sociologie, des différentes réflexions sur le lien social, en partant de Durkheim, de ses élaborations sur les différents types de solidarité dans la société, dans les sociétés telles qu'elles se présentent. Il élabore pour ça plusieurs types de solidarité et d'attachement qui existent dans des sociétés différentes, qui sont ensuite abondamment, alors non pas illustrés, mais vérifiés, disons. C'est-à-dire qu'il y a toute une volonté d'aller chercher à travers le monde, à travers les époques, les manières dont on fait société, dont ce lien se construit, et de comprendre pourquoi, dans certaines sociétés, le lien est beaucoup plus autour de la famille, d'une structure plus fermée, plus traditionnelle, dans d'autres, beaucoup plus autour d'un État qui sera plus interventionniste, dans d'autres, plutôt universaliste. Et en préparant cette brève présentation, ce qui m'a semblé très très positif et agréable et fort dans le discours de ce livre, c'est que c'est entre nous qu'on peut s'en sortir. C'est-à-dire que non seulement cet attachement peut être une forme de difficulté parfois, mais c'est aussi en fonctionnant en tant qu'être humain en société qu'on peut construire des choses et qu'on peut changer aussi cette société. Et peut-être, dans ces rencontres un peu flippantes, je pense qu'il faut garder ça en tête et voir comment cette
pensée et cette possibilité de construire ensemble peut être étudiée de manière très fine. Et donc, parfaitement, dans ce thème d'Il était une fois le progrès et d'une possibilité avérée, réelle, d'un progrès, c'est-à-dire d'un possible imaginable pour nous tous ensemble. Je vais laisser Serge commencer l'explication un peu de son livre, que vous n'avez peut-être pas tous encore lu, mais vous le ferez juste après la discussion. Il va pendant un temps présenter ses travaux, et je vous enjoins, je vous demande de faire comme à l'habitude. Ensuite, après ce moment-là, de poser toutes les questions qui vous viennent, de le faire très librement, de manière extrêmement concise, bien entendu, parce qu'il faut que les questions soient courtes et claires, toujours. Et pour cet échange qu'il y aura autour de lui, merci Serge d'être venu. Merci d'avoir fait ce travail qui a dû demander un temps à la fois infini, puis le temps d'une carrière, d'une vie. Et merci à vous d'être là pour partager avec lui ce moment. Merci beaucoup tout d'abord de cette invitation. Merci et bonjour à toutes et à tous. Pour moi, c'est vraiment un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à la librairie Ombre Blanche. Moi, de mon côté, je me réjouis de voir des libraires qui parlent aussi bien des livres que l'on écrit. C'est vraiment un retour tout à fait impressionnant. Moi, je suis toujours admiratif de voir que les libraires prennent beaucoup de temps aussi pour lire, pour se former aux sciences sociales, à la littérature. Et donc, merci aussi aux organisateurs de ce festival de m'avoir invité. Hier, j'ai participé déjà à 2 tables rondes, l'une sur la sortie de la pauvreté et une autre sur, on va dire, le progrès social en général. Et donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de continuer un peu ma tournée dans le festival et de vous présenter donc ce livre, L'attachement social, avec un sous-titre qu'il faut indiquer pour vous donner un peu l'orientation, c'est « Forme et fondement de la solidarité humaine ». Alors, comme vous l'avez entendu à l'instant, mes premiers travaux partaient de la question de la pauvreté que j'ai analysée sous ses formes variées. Et parfois, on me demande, mais quel est le lien entre ces travaux que j'ai menés sur la pauvreté et ce travail qui porte sur les liens sociaux en général et sur l'attachement social qui va bien au-delà de la question de la pauvreté. Alors je vais essayer dans un premier temps, si vous voulez, de vous expliquer comment j'en suis arrivé à poser ces questions-là qui concernent donc l'attachement social, d'où ça vient. Et puis après, je rentrerai bien sûr davantage dans le livre en vous donnant quelques éléments peut-être pas tout, je ne peux pas faire un panorama complet de tous les chapitres, bien sûr, mais je vous donnerai des lignes pour ouvrir le débat, des pistes de réflexion à partir des analyses que j'ai pu faire. Alors tout d'abord, je commence par vous expliquer en gros d'où je pars. Mon premier travail a consisté à étudier la pauvreté dans un contexte où on parlait beaucoup de la nouvelle pauvreté. C'était les années 80, donc ça remonte très loin quand même. Et donc j'avais étudié ce phénomène dans une ville en Bretagne, qui est la ville de Saint-Brieuc, où j'avais fait une étude complète, c'était dans le cadre de ma thèse de doctorat sur la pauvreté. Ça a été le début de ma carrière de chercheur, de sociologue. Et j'avais essayé d'analyser les expériences vécues de la population ou des populations qui fréquentaient les services d'action sociale et qui étaient donc dans l'obligation de recourir à l'appui de la collectivité pour pouvoir survivre au quotidien. À l'époque, il n'y avait pas encore de revenu minimum d'insertion. Ça a été voté le 1er décembre 1988, donc on n'en était pas encore là, c'était juste avant.
Et donc les travailleurs sociaux voyaient arriver dans les services d'action sociale et aussi les bénévoles dans les associations un nombre important de personnes qui n'avaient plus rien, qui sortaient des mailles du filet de la protection sociale et qui s'adressaient donc en dernier recours à ces structures. Le centre communal d'action sociale, bien entendu, mais aussi le service départemental de l'action sociale, la caisse d'allocation familiale et des associations caritatives. Donc j'ai fait l'inventaire en quelque sorte de ces formes de la pauvreté dans une ville moyenne qui était fortement touchée par le chômage de longue durée à l'époque. Alors dans l'analyse de ces expériences vécues, je me suis rendu compte de la fragilité des liens sociaux de ces personnes. C'est-à-dire que l'entrée en pauvreté, c'est bien sûr, à cette époque, et ça l'est encore aujourd'hui en France, c'est le décrochage par rapport au monde du travail, ou la difficulté d'insertion dans le monde du travail, notamment quand le chômage est un chômage de masse. Ça se traduit par des chômeurs qui perdent leurs droits et qui n'ont plus rien, mais ça se traduit aussi par des difficultés, notamment des jeunes, d'entrer dans le monde du travail. Et donc, quand j'examinais avec eux dans des entretiens approfondis, quelles sont les expériences vécues, on se rend compte, et quand on reconstitue aussi les trajectoires de ces personnes, on se rend compte que pour beaucoup d'entre elles, il y a eu des ruptures non pas seulement avec le monde du travail, mais des ruptures sociales, des ruptures de liens sociaux. Alors, je voyais donc des jeunes, notamment, qui n'avaient plus beaucoup de liens avec leur famille, avec leurs parents, qui étaient fragilisés d'un point de vue relationnel, qui avaient perdu confiance en eux-mêmes aussi et qui hésitaient à prendre part finalement à des associations pour trouver une forme de participation à la vie sociale. Donc des personnes qui se trouvaient dans une grande fragilité de ce point de vue-là. On trouvait aussi bien sûr des personnes et beaucoup de personnes qui avaient connu une épreuve de rupture conjugale, de rupture amoureuse. Des personnes, la pauvreté se manifestait déjà par le fait qu'il y avait parmi ces pauvres beaucoup de familles monoparentales qui avaient connu ces ruptures. Et pour beaucoup de ces familles, beaucoup de ces personnes qui fréquentaient les services d'action sociale, il y avait non seulement un éloignement du monde du travail, une difficulté à entrer dans le monde du travail, mais aussi une certaine défiance à l'égard des institutions. On voyait ça déjà, c'est-à-dire qu'il y avait le sentiment que finalement les institutions n'étaient pas vraiment là pour les soutenir comme elles auraient pu le souhaiter. Si bien que on pouvait dire que finalement le phénomène de la disqualification sociale, c'était le sentiment que pouvaient éprouver, et le sentiment et le fait que ces personnes finalement étaient moins attachées aux autres et à la société dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il y avait là comme un décrochage qui était l'expérience que moi j'ai appelée la disqualification sociale, c'est-à-dire ne plus trouver sa place dans le monde social, de ne plus être attaché finalement aux autres et à la société, ou en l'étant, mais de façon assez fragile et donc en étant particulièrement vulnérable face à l'accumulation des difficultés. Alors, une fois réalisé cela, j'ai commencé à faire des comparaisons internationales. Et je me suis rendu compte, je vous posais la question, et finalement, est-ce que la pauvreté se manifeste de la même façon dans tous les pays, dans toutes les sociétés? J'ai commencé donc à aller voir en Europe comment ça se passait dans les pays du sud de l'Europe, en Italie, en Espagne, au Portugal, dans les pays du Nord, en Allemagne aussi, en Angleterre, et je constatais que finalement le sens de la pauvreté n'était pas le même, c'est-à-dire que l'expérience vécue d'être pauvre n'était pas forcément vécue de la même façon. Et ce qui permettait de comprendre véritablement cette différenciation du sens de la pauvreté, c'était la façon dont finalement les liens sociaux se maintenaient ou étaient fragiles ou se rompaient dans les différents types de sociétés. Je constatais quand même quelque chose qui me frappait beaucoup, c'est que l'expérience du chômage, par exemple, quand on l'analysait dans les pays du sud de l'Europe, je constatais que je ne trouvais pas exactement ce que j'avais trouvé en France, c'est-à-dire cette rupture notamment du lien de filiation, c'est-à-dire du lien avec la famille. Je voyais que finalement les chômeurs bénéficiaient davantage, de façon beaucoup plus régulière, des soutiens de leur famille. Alors là, je me disais, mais c'est quand même quelque chose qui montre que notre société
française est peut-être un peu plus fragile finalement que d'autres sociétés qui s'appuient finalement sur des liens qui, chez nous, se sont fragilisés. Ça a été le début d'une interrogation. Alors ensuite, quand j'analysais la pauvreté dans les pays du nord de l'Europe, je voyais que finalement la famille ne joue pas un rôle aussi important, n'a pas un rôle si important à jouer d'ailleurs, parce que l'État protège considérablement les jeunes qui ont d'ailleurs beaucoup moins de chances de vivre l'expérience du chômage et de se retrouver isolés en dehors donc, du monde du travail. Si bien que je voyais déjà des formes d'organisation de la société qui pouvaient s'expliquer par justement l'entrecroisement de différents types de liens sociaux. Donc, et je voyais que ça avait des effets sur le phénomène de la pauvreté lui-même. Donc ça a été ma sensibilité, si vous voulez. Et après avoir publié un livre qui s'appelle « Les formes élémentaires de la pauvreté », c'était en 2005, je me suis dit, je vais faire un pas de côté. Ça, c'est vraiment, je pars de là. J'ai analysé ces formes élémentaires de la pauvreté. Maintenant, je vais essayer d'analyser les liens sociaux, puisque c'est l'explication fondamentale que j'ai pu faire ressortir. Je vais analyser les liens sociaux de façon plus globale encore, et ne pas me limiter à la question de la pauvreté, mais analyser les inégalités selon les différents types de liens sociaux dans chaque société. Comment chaque société permet finalement aux individus d'être attachés les uns aux autres et à la société dans son ensemble. C'était ça l'objectif. Et ça débouche sur un travail qui a demandé de nombreuses années de recherche, notamment à l'École des hautes études en sciences sociales, où j'assure un séminaire hebdomadaire de recherche, où tous les ans on aborde un thème. Alors pendant plus d'une dizaine d'années, j'ai mis comme thème principal la question de l'attachement social, et on a avancé ensemble dans ce séminaire en prenant des thèmes renvoyant à cette thématique globale de l'attachement social. Donc c'est un parcours de recherche de longue durée qui a permis aussi de faire des comparaisons internationales. Et l'École des hautes études en sciences sociales, c'est un lieu aussi qui est assez extraordinaire de ce point de vue-là. D'abord, parce que l'École des hautes études en sciences sociales a une conception unitaire des sciences sociales. C'est-à-dire que moi, je suis sociologue, mais je travaille en permanence avec des historiens, des anthropologues, et des économistes aussi. Et donc, on a une façon de non disciplinaire, avec une conception globale des sciences sociales. Et ça, c'est quand même quelque chose aussi d'essentiel pour améliorer la compréhension des sociétés contemporaines. Et en fonction, bien sûr, de l'histoire. Mais ce que je voudrais aussi insister, c'est que moi, j'ai bénéficié beaucoup des étudiants qui ont participé à ce séminaire et qui venaient d'aires culturelles très différentes les unes des autres. J'ai eu des étudiants européens, bien sûr, venant d'autres pays européens, mais aussi beaucoup de Sud-Américains, d'Amérique du Nord, d'Asie, et aussi même d'Afrique. Et donc, j'avais là, dans ce séminaire, des étudiants qui pouvaient parler à partir de leurs recherches, leur recherche sur leur pays, sur des thèmes de leur pays, qui m'ont enrichi considérablement. Et je crois que ça a été un lieu extraordinaire de dialogue qui a abouti à une recherche comme celle-là, si vous voulez. Ça paraît ambitieux de dire on va couvrir plusieurs aires culturelles, mais en tout cas, c'est comme ça que ce livre s'est constitué, si vous voulez. Et donc, je dois beaucoup à ces étudiants et étudiantes, à cette dynamique de plusieurs années à l'École des hautes études en sciences sociales. Alors maintenant, peut-être faut-il que je vous dise comment j'ai procédé dans la durée. Tout d'abord, la première étape, ça a été de définir de façon rigoureuse chacun des types de liens qui nous attachent les uns aux autres et à la société. J'ai commencé à en parler en parlant donc de mes travaux sur la pauvreté, mais à partir de là, j'ai commencé à définir de façon plus précise encore qu'est-ce que c'est le lien social et quels sont les différents types de liens sociaux. Alors, ensemble, on a défini 4 types de liens. Le lien de filiation, qui est le lien entre des enfants et des parents, qui renvoie aux solidarités intergénérationnelles. Le lien de participation que j'ai appelé le lien de participation élective, qui renvoie finalement à la socialisation extra
familial, c'est-à-dire c'est le lien qui se constitue à travers la façon dont les individus vont vers d'autres en développant des relations affinitaires. On choisit des personnes avec qui on va entrer en relation, dans des groupes, dans des relations d'amitié, dans des réseaux aussi que l'on constitue. Et c'est ce lien qui relève non pas d'un contrat, mais d'une libre participation, si vous voulez, à la vie sociale. Et ensuite, il y a le lien de participation organique et qui renvoie là au monde du travail. Alors pourquoi organique ? Ça renvoie au concept que Émile Durkheim avait élaboré dans sa thèse de doctorat en 1893. Émile Durkheim, c'est le fondateur de la sociologie française, ou l'un des principaux fondateurs. Et Émile Durkheim définissait la solidarité organique comme la solidarité qui est fondée sur l'interdépendance dans les sociétés modernes et qui repose notamment sur le travail, le monde du travail et les groupes professionnels. Donc, la solidarité organique, c'est la solidarité qui se déploie lorsque les individus sont différents les uns des autres, appartiennent à des groupes professionnels différents des autres, de plus en plus différents parce qu'il y a une division du travail, mais que cette solidarité, elle implique finalement de la complémentarité, de l'interdépendance entre les différents groupes. Et donc, j'ai repris ce concept de solidarité organique et j'ai parlé du lien de participation organique. Et enfin, le quatrième type de lien, c'est le lien de citoyenneté, c'est-à-dire le lien qui nous renvoie à une communauté qui est une communauté politique et qui repose sur un principe dans les sociétés démocratiques, sur le principe d'égalité face aux droits, et qui nous installe dans une relation avec d'autres qui partagent la même conception, le même sens des institutions, au sens donc des institutions qui font la vie en société à l'intérieur d'une nation. Donc, ces quatre types de liens, lien de filiation, lien de participation élective, lien de participation organique et lien de citoyenneté. Déjà, vous pouvez constater que j'utilise le terme participation pour deux d'entre eux. Je n'utilise pas participation pour la filiation et je n'utilise pas participation pour la citoyenneté. Parce que ce sont ces deux liens opposés, c'est-à-dire lien de filiation et lien de citoyenneté, sont des liens assignés. C'est-à-dire qu'en fait, on ne choisit pas sa filiation, on ne choisit pas sa citoyenneté. À la naissance, on a déjà une filiation, on a des parents, et on a aussi un état civil. Juste après la naissance, on est déclaré à l'état civil. Donc ce sont des liens dont on ne choisit pas. Et d'ailleurs, des liens qui marquent déjà l'inégalité entre les individus. Vous pouvez naître dans une famille très riche ou dans une famille très pauvre, dans un pays très riche ou dans un pays très pauvre. Et ça, c'est des différences dont vous ne pouvez rien. Mais les deux autres sont des liens qui relèvent de la participation justement des individus, des choix affinitaires qui se font tout au long de la socialisation. Ça ne veut pas dire que le choix est n'est absolument pas contraint. Dans certains cas, effectivement, on a une probabilité plus grande de rencontrer telle ou telle personne dans son milieu social, celui que l'on fréquente, évidemment. C'est pas la liberté absolue, mais en tout cas, c'est des choix que l'on fait. Et de même, on peut effectivement considérer qu'on participe au monde du travail au sens où on se prépare à un métier que l'on choisit, généralement, pas toujours, mais en tout cas, on a la possibilité de le choisir. Donc, vous voyez 4 types de liens qui sont de nature différente. Mais quand vous réfléchissez à ces liens qui, finalement, renvoient à ce que vous êtes, c'est-à-dire à notre propre identité, c'est-à-dire ce que nous sommes, vous pouvez le décliner pour vous-même, c'est-à-dire vous savez qui vous êtes à travers ces différents types de liens que vous avez construits ou qui vous ont construits. Alors, il faut renvoyer là aussi à la sphère spécifique de la morale collective, au sens de la solidarité qui est impliquée dans chacun des types de liens.
on pourrait dire que le lien de filiation renvoie à une morale de la solidarité qui va s'inscrire dans la sphère domestique. On va parler de morale domestique. Le lien de participation élective, c'est une morale associative qui est aussi une morale de la solidarité, c'est-à-dire qui implique que l'on s'engage en tant qu'individu dans des groupes qui ont une raison d'être, qui ont une façon de concevoir la vie en société. Le lien de participation, alors ça, on pourrait dire que c'est la morale associative. Le lien de participation organique, on va dire que c'est la morale professionnelle qui s'est constituée aussi dans notre pays du fait de la construction des groupes professionnels et de la façon de se définir à travers des conventions collectives spécifiques, par exemple, donc, des façons de concevoir le fonctionnement en interne de ce groupe professionnel, donc une morale professionnelle. Et bien sûr, le lien de citoyenneté va renvoyer à une autre sphère de la morale de la solidarité, qui est la morale civique. Donc, vous voyez, on a finalement 4 types de liens qui renvoient à 4 types de morale. Ces 4 types de morale, elles sont aussi importantes les unes que les autres. Et si vous voulez, finalement, chaque individu, au cours de la socialisation, intériorise les normes de la vie sociale qui sont relatives à ces différentes sphères de la morale. L'éducation morale, passe par l'intériorisation, sans qu'on s'en rende compte parfois, de façon d'être, de façon de faire, de conception de la vie qui sont relatives à ces différentes sphères de la morale. C'est pas la morale au sens des mœurs, comme on l'entend parfois aujourd'hui, c'est la morale au sens de la solidarité, de la façon de s'engager vis-à-vis des autres, de faire société. Et donc, ces 4 sphères de la morale, ces 4 types de liens sont constitutifs de ce que nous sommes et de la façon dont nous nous organisons dans telle ou telle société pour vivre ensemble. Donc ce livre, l'attachement social, c'est finalement ce qui nous fait tenir ensemble, c'est ce qui nous fait être finalement ce que nous sommes à l'intérieur d'une société. Et donc je définis l'attachement social comme le processus d'entrecroisement de ces 4 types de liens sociaux. Et cela me conduit effectivement à prendre en compte tous les travaux de recherche en sciences sociales sur les mécanismes de la socialisation. Ça se fait finalement dès la sphère familiale, dès la sphère de participation à l'école. Voilà une institution qui socialise. Je prends souvent un exemple qui m'a beaucoup frappé, de voir comment, dans les écoles par exemple, comment on apprend à des enfants qui sont en maternelle à faire groupe. Les enfants, ils n'ont pas encore connu le fonctionnement social. Ils n'ont que le fonctionnement social à l'intérieur de leur famille. Ils ne savent pas comment se comporter en groupe. Et donc, ils sont turbulents, ils vont dans tous les sens, etc. Il faut leur apprendre à vivre en groupe. Alors, qu'est-ce que font les maîtresses de maternelle? J'ai vu fonctionner avant de rentrer dans une salle, par exemple, de rentrer dans la salle, on les met en rang et on leur fait faire le petit train, c'est-à-dire qu'on leur fait poser les mains sur les épaules de leurs camarades. Et donc, ils rentrent en classe comme ça en faisant le petit train. Et donc, c'est une façon, si vous voulez, de leur faire sentir que finalement, ils font partie d'un groupe. Et que ce groupe implique une certaine discipline, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans un groupe. Il faut apprendre les règles de la vie en société. On leur apprend finalement ce qu'est tenir ensemble dans un groupe. Et donc, si vous regardez, finalement, nous apprenons dans notre existence sociale, nous avons appris à nous comporter de telle ou telle manière pour apprendre à faire société, pour apprendre à se comporter comme des êtres sociaux, c'est-à-dire des êtres solidaires les uns des autres, dans des sphères différentes. Et c'est la raison pour laquelle le processus d'entrecroisement de ces 4 types de liens, on peut se le représenter comme un processus qui concerne l'individu. C'est l'individu qui entrecroise en lui ces différentes sphères qui constituent ce qu'il est finalement en société, un être social. Et c'est pour ça que parfois il y a une ambiguïté quand on dit que l'individu est un être qui est autonome. Dans les sociétés modernes, on se conçoit comme des individus qui sont véritablement autonomes, et nous le sommes d'une certaine façon, mais on oublie très souvent que la base de l'autonomie repose finalement sur ces liens sociaux qui nous apportent autant que nous apportons aux autres à travers ces liens sociaux. Donc pour être autonome d'une certaine manière, il faut être riche
de ces liens sociaux, parce qu'ils nous apportent vraiment les fondements de la vie sociale. Alors, allons un peu plus loin, réfléchissons, mais finalement, à qu'est-ce qui nous apporte vraiment ces différents types de liens. Alors, ça a été aussi une deuxième étape dans la réflexion pour la définition de ces liens sociaux. Quels sont les fondements communs de ces 4 types de liens? Dans les fondements communs, c'est d'une part la protection et d'autre part la reconnaissance. C'est-à-dire que chaque type de lien nous apprend finalement à savoir compter sur. C'est-à-dire, finalement, être en lien, c'est de pouvoir avoir des garanties face à un certain nombre de difficultés. Nous pouvons compter sur. Être en famille, c'est de pouvoir compter sur sa famille. Être dans des relations d'amis, dans un club, dans une association, dans des liens qu'on a choisis, c'est pouvoir compter sur ses amis. D'ailleurs, on définit souvent qu'est-ce qu'un ami? C'est quelqu'un sur qui je peux compter. C'est comme ça qu'on va le définir. Dans le monde du travail, on va dire, bah oui, je suis dans le monde du travail, bah je peux tenir sur mon emploi, du moins en général, bien qu'il y ait de plus en plus de précarité, j'y reviendrai, mais au moins on peut dire, quand on a un emploi, on est protégé par des conventions collectives, par un droit du travail, etc. Donc on peut compter sur ces garanties. Quand on vit dans une société démocratique, eh bien, on est aussi protégé parce que nous sommes des citoyens que l'État, que les institutions vont s'efforcer de protéger. Quand on va à l'étranger, quand on est en grande difficulté, on peut être rapatrié en tant que citoyen dans son pays parce qu'effectivement, on a un État qui protège. Donc, les différents types de liens protègent. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas parce qu'on a besoin d'être protégé qu'on est en lien. C'est aussi parce qu'on a besoin, par les liens que l'on constitue, de se sentir véritablement utile. C'est-à-dire qu'on est dans le besoin de reconnaissance. Nous avons besoin d'être enrichis par les autres avec qui nous sommes en relation. Nous avons le besoin permanent d'être rassurés de son utilité, de sa valeur en tant qu'individu. Bien sûr, dans la famille, c'est essentiel. Dans la famille, les enfants, ils ont besoin, d'ailleurs, pour évoluer, d'avoir le sentiment de compter pour leurs parents. Évidemment. Et les parents aussi, à un moment donné, ils ont besoin de se sentir que leurs enfants leur accordent de l'importance. On compte aussi pour ses enfants. Et donc, ces dimensions, elles sont fondamentales, protection et reconnaissance. Parmi les amis, c'est la même chose. On a besoin de cette reconnaissance, de ce regard que portent nos amis sur nous-mêmes. Et dans le monde du travail, c'est quoi? C'est le sentiment d'être utile, de pouvoir, dans le monde du travail, trouver sa place, d'être reconnu par des qualifications précises, de pouvoir se sentir utile. Et à l'échelle de la citoyenneté, du citoyen, l'utilité, c'est de se considérer comme membre à part entière d'un pays, d'une nation qui attribue certes des devoirs, enfin qui définit des devoirs, mais aussi qui définit bien sûr des droits. Et donc parmi l'ensemble des moyens de reconnaissance, il y a bien sûr l'idée de l'individu souverain. On lui demande son avis, notamment lorsqu'on envisage des élections, par exemple. Alors, vous voyez, protection et reconnaissance, on les retrouve dans chacun des types de liens. Et on pourrait aller un peu plus loin en disant finalement que qu'est-ce qui permet aux individus d'être autonomes? On pourrait dire que c'est justement quand ces différents types de liens s'entrecroisent en lui et que ces différents types de liens lui apportent de la protection et de la reconnaissance. Et donc nous échangeons dans les différents liens que nous constituons avec autrui, nous échangeons de la protection et de la reconnaissance. Nous bénéficions de protection et de reconnaissance, nous en avons besoin, mais nous apportons aussi de la protection et de la reconnaissance avec les personnes avec qui on est en relation. C'est cet échange réciproque de protection et de reconnaissance qui nous permet de dire que finalement, les liens d'une certaine manière que nous constituons, qui nous relient à autrui, ces liens sont finalement des liens qui libèrent. C'est des liens qui nous permettent d'être libres. Et donc, ça permet aussi de repenser la question philosophique de la liberté et de l'autonomie. La liberté, ce n'est pas l'absence totale de contraintes. Les contraintes sont inévitables. Nous vivons en société et donc nous devons intérioriser les règles qui sont relatives aux différentes sphères desquelles je vous ai parlé. Donc nous sommes des personnes, des êtres humains qui avons besoin
finalement, de nous sentir attachés les uns aux autres parce que d'échanger cette protection et cette reconnaissance essentielle à ce que nous sommes en tant qu'êtres reliés aux autres. Alors, ça, c'était la première étape, une étape dans la définition. Mais dès que vous dites ça, il faut aborder aussitôt la question des inégalités. J'ai commencé à les aborder. En disant déjà à la naissance, il y a des inégalités qui ne se corrigent pas facilement. Mais il faut reprendre en compte justement le risque de rupture de chacun de ces types de liens. Et c'est la raison, et c'est là que ça renvoie à mes premiers travaux sur la pauvreté. Quand je vous parlais des pauvres qui justement sont fragiles du point de vue des liens sociaux, ça veut dire que finalement le risque de rupture pour les populations les plus précaires, les plus pauvres, c'est finalement un risque de rupture beaucoup plus élevé que dans les autres catégories de la population. Et donc, à partir de cette lecture de l'entrecroisement de ces 4 types de liens, on peut effectivement aboutir à une représentation de la société qui est une représentation en termes d'inégalité. Et donc, j'ai essayé dans mes travaux de regarder, de commencer à y prendre en compte le risque de rupture de chacun de ces types de liens sociaux, pas simplement en me focalisant sur les pauvres, mais en prenant en compte les différentes classes sociales, par exemple. Et si on prend le lien de filiation, alors je le dis souvent, parce que mais je le répète parce que c'est quand même quelque chose qui n'était pas forcément mis en avant quand on parle des inégalités, mais quand dans les enquêtes, on pose la question finalement, est-ce que vous avez des liens avec vos parents, avec votre père ou votre mère, on s'aperçoit que les résultats sont très différents d'une classe à l'autre. Et que la proportion de personnes qui n'ont plus de relation avec leur père ou avec leur mère est beaucoup plus élevée dans les catégories populaires, dans la CSP des ouvriers, que dans les autres catégories. Au fur et à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie sociale, cette proportion diminue. Elle est pour les ouvriers qui n'ont plus de relation avec leur père, par exemple, on est à 28%, vous trouverez ces chiffres dans le livre, on est à 28% parmi les ouvriers, on n'est plus qu'à 4% dans les catégories supérieures. Et ça diminue en fonction du niveau de la classe sociale. Ça, c'est quelque chose qui nous interpelle quand même. Ça veut dire que nous sommes inégaux face au risque de rupture des liens sociaux. Et si alors on perd moins, on perd à chaque fois, les individus, quelle que soit leur classe sociale, perdent moins la relation avec la mère qu'avec le père. On perd davantage la relation avec le père. Mais vous retrouverez ces résultats-là. C'est vraiment des résultats qui sont très significatifs. Et si vous prenez les autres types de liens, vous prenez des indicateurs pour la rupture, par exemple, des liens avec le monde associatif, par exemple, ça c'était plus connu, mais si vous prenez la participation à la vie associative, on voit qu'effectivement, elle est aussi très corrélée avec la catégorie socio-professionnelle. C'est-à-dire que c'est quand même dans les catégories populaires qu'on participe le moins à la vie associative. Et plus on s'élève dans la hiérarchie sociale, plus cette participation à la vie associative, elle augmente. Si vous prenez le lien de participation organique et si vous prenez le risque de chômage, ça c'est évident. Vous voyez que le risque de rupture de ce lien, il est beaucoup plus fort selon la catégorie socio-professionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de cadre au chômage, bien sûr, mais la probabilité d'être au chômage quand on est cadre, elle est bien moindre que quand on est ouvrier. Et si vous prenez maintenant le lien de citoyenneté, vous vous rendez compte, et quand vous posez la question, est-ce que vous avez le sentiment que vos droits sont respectés, par exemple, vous constatez que finalement, là aussi, les ouvriers sont les premiers à dire, c'est la catégorie où la proportion est la plus élevée qui considère que leurs droits ne sont pas respectés. Plus on s'élève dans la hiérarchie sociale, plus on considère que ces droits sont respectés. Donc on pourrait multiplier les indicateurs, ça va toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'on a un entrecroisement des 4 types de liens qui est profondément inégal. Ça veut dire que dans une société, quand on raisonne à partir des liens sociaux, on peut voir finalement qu'il y a des différences considérables d'un groupe social à l'autre. C'est-à-dire qu'être intégré au sens de lien qui libère, elle est beaucoup plus importante quand on est finalement dans les catégories supérieures de la population.
quand on est dans les catégories les inférieures de la population d'une société, on a un risque beaucoup plus important d'être en décalage par rapport à ces liens qui libèrent. On a une probabilité plus forte de rupture, je viens d'en parler, mais aussi on a une probabilité plus importante d'être en relation avec des individus pour lesquels, dans des relations avec des liens qui ne libèrent pas, mais qui vont, par exemple, fragiliser ou qui vont oppresser. Je parle, par exemple, de liens qui oppressent dans le livre. De liens qui oppressent, ça veut dire que vous avez des liens qui vous rattachent à autrui par le fait que vous vous sentez quand même globalement protégé par ce lien, mais en même temps, il ne vous apporte pas de la satisfaction parce que ce lien vous infériorise, vous dévalorise. Vous êtes dans une relation oppressante de ce point de vue-là. Vous avez de la protection, mais pas de la reconnaissance. Le lien ne vous libère pas totalement, il vous contraint. Vous êtes obligé d'être en relation avec, parce que vous attendez de la protection de ce lien, mais en même temps, ce lien, en vous apportant de la protection, vous dévalorise. Alors, dans le monde du travail, il y a plein d'exemples de liens qui oppressent, évidemment, et c'est la raison pour laquelle on a eu ce débat sur les retraites. Pourquoi il y a tant de Français qui se disent finalement 2 ans c'est insupportable, travailler 2 ans de plus c'est insupportable. On peut le comprendre tout simplement parce que beaucoup de personnes sont justement dans des emplois où la relation au travail est oppressante, c'est-à-dire que c'est usant et oppressant. C'est un emploi qui protège mais en même temps qui dévalorise parce qu'on se sent usé, oppressé, on ne se sent pas véritablement reconnu et pour beaucoup de personnes, travailler plus longtemps, ça devient un enfer. Eh bien, ce sont des liens qui oppressent. Si vous prenez parfois, on peut prendre aussi des relations, par exemple, de jeunes qui vivent encore chez leurs parents, de jeunes adultes. Pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui partent d'ailleurs de leur famille en France, jeunes adultes, parce que justement, alors que et parfois donc en se privant de la possibilité d'être soutenus par leurs parents. Pourquoi ils partent et parfois certains d'entre eux deviennent des sans-abri. Il y a beaucoup de jeunes sans-abri qui n'ont plus de relation avec leurs parents. Vous en voyez à Toulouse comme dans les grandes métropoles. Comment se fait-il qu'il y a tant de jeunes qui sont partis comme ça de leur famille? Mais tout simplement parce qu'ils très souvent les liens qui s'établissaient à l'intérieur de leur famille étaient des liens de nature oppressante parce que justement ils pouvaient être aidés, mais ça devenait insupportable d'être aidé dans la famille parce que justement ils se sentaient infériorisés, dévalorisés par le fait de ne pas trouver de travail, par exemple, vivre chez ses parents tout en étant au chômage et qui plus est, quand on vit dans un ménage, dans une famille où il y a déjà de la précarité, ça devient très vite tendu. On se sent pas à sa place et pas légitime de rester chez ses parents dans ces conditions-là. Et donc, ça crée ce processus qui conduit finalement à partir de sa famille parce qu'on ne supporte pas ces liens oppressants. Donc, vous voyez que dans nos relations aussi, que nous établissons les uns avec les autres, nous avons certainement les uns ou les autres fait des expériences comme ça de liens qui pouvaient nous apporter à un moment donné de la protection, mais qui ne nous semblaient pas tout à fait satisfaisants parce qu'ils ne nous permettaient pas véritablement d'être reconnus et valorisés. Et donc, on pourrait dire que les liens sont inégaux aussi parce que non seulement il y a une probabilité importante qui se brise, qui est très variable d'une classe sociale à l'autre, mais aussi il y a des liens qui oppressent ou des liens qui fragilisent. Les liens qui fragilisent, ce sont des liens qui apportent le contraire des liens qui oppressent, c'est-à-dire des liens qui peuvent apporter le réconfort d'une reconnaissance, mais qui, en même temps, n'apportent pas beaucoup de protection. Si vous, par exemple, vous vivez dans un groupe de chômeurs qui vit dans un quartier défavorisé, le fait d'avoir des relations avec d'autres chômeurs, ça peut vous soulager le fait de se sentir pas totalement isolé, mais en même temps, ça ne vous permet pas véritablement de trouver des moyens de pouvoir sortir de l'état dans lequel vous vous trouvez. Donc le lien vous fragilise d'une certaine manière. Donc on a des liens qui libèrent, des liens qui oppressent, des liens qui fragilisent et des liens rompus. Donc vous trouverez toute une analyse dans le livre qui permet de couvrir ces différentes configurations. Alors maintenant, pour revenir à la question des différences qu'il peut y avoir d'une société à l'autre.
des différences qu'il y a pu y avoir d'une société à l'autre. J'ai essayé dans ce livre d'explorer aussi cette question. Finalement, qu'est-ce qui fait que nous sommes, que nous tenons ensemble et de façon spécifique, parfois d'une société à l'autre. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé par mes voyages, et par mes séjours de recherche, mes missions de recherche à l'étranger, c'est souvent de constater que finalement, ma façon de concevoir les liens sociaux n'était pas équivalente à la façon dont mes collègues percevaient ces liens sociaux. Vous avez certainement fait ces expériences si vous avez voyagé et rencontré des personnes qui ont été socialisées dans des univers différents du vôtre. Alors, je donne un petit exemple qui m'a paru vraiment essentiel, et c'est ce que j'ai appris hier, mais qui renvoie très bien à des observations que j'avais faites. Il y avait une dame, peut-être qu'elle est là aujourd'hui, je ne la vois pas, mais c'était dans la table ronde hier sur la pauvreté et qui s'intitulait « Enrichissez-vous ». Et c'était une dame qui venait du Pérou et qui a raconté son histoire, et qui disait qu'elle vivait dans un milieu très très pauvre au Pérou, qui était très très loin finalement de tout ce que l'on peut bénéficier dans la société française. Elle a connu vraiment un mode de vie très très difficile. Elle disait qu'on faisait même des culottes avec des t-shirts. On était dans la pauvreté la plus absolue. On cherchait finalement à survivre au quotidien. Et elle disait ça comme ça, et pourtant, on ne se sentait pas pauvre. Alors là, c'est quelque chose quand même de tout à fait intéressant, saisissant. Et donc, elle faisait un peu sa propre réflexion et se dit, pourquoi on ne se sentait pas pauvre ? Eh bien, on ne se sentait pas pauvre parce qu'on se sentait attaché à d'autres. On ne se sentait pas isolé. Et quel était le lien qu'elle mettait en avant ? La famille. Elle prenait en compte le fait que finalement, jamais elle s'est sentie finalement pas à sa place. Elle était intégrée dans un réseau familial solidaire pour résister à la pauvreté. Et ça change complètement le sens de la pauvreté parce que sa place à l'intérieur d'une société dans laquelle fonctionne sur une base familialiste, elle trouvait sa place à la fois dans sa famille, mais aussi dans la société. Et donc, c'était tout à fait... Elle prenait des exemples. Elle avait des cousins éloignés, des oncles, des tantes. Il était toujours possible, quand on était face à des difficultés, de trouver sa place pour dormir, par exemple. On faisait dormir des personnes dans la cuisine si c'était nécessaire. On avait des petits logements, mais il y avait toujours de la place pour les uns et pour les autres. Alors, j'ai vu ça aussi, pour vous expliquer la conception même de la force de ce lien de filiation qu'on va retrouver dans certaines sociétés. J'avais fait ces observations également à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où j'avais fait des travaux dans les travaux d'enquête dans les quartiers populaires. Alors, j'en parle aussi dans ce livre, on a une conception de l'habitat dans ces quartiers pauvres où on a un habitat qui est organisé en cercle. C'est l'habitat de cour, c'est-à-dire qu'on va, installer finalement les petites maisons de pauvres, de 3 fois rien, d'une pièce à chaque fois, avec un auvent, en cercle, avec au milieu un foyer central où tout le monde va pouvoir faire cuire ses repas. Et j'avais donc questionné bien sûr ce fonctionnement, j'avais rencontré beaucoup de familles qui expliquaient comment ça se passait, et moi ce qui me frappait, c'est que justement, la notion de famille... De la famille nucléaire telle qu'on la connaît n'existe pas là-bas. La famille, c'est une famille élargie. Et donc, c'était des logements exigus. Et pourtant, tous les soirs, sur l'auvent, il y avait des membres éloignés de la famille, des cousins ou des membres attachés à la famille depuis longtemps, qui venaient dormir. On sortait les nattes et les sacs de couchage, et puis chacun s'alignait les uns à côté des autres pour dormir. Donc c'était une façon, finalement, ces individus-là sont pauvres, ils vivent de 3 fois rien, ils vont travailler souvent dans l'économie informelle, faire des petits travaux, mais le soir,
Ils savent qu'ils ont leur place sous le auvent, et là, ils auront à manger parce qu'on a préparé aussi de quoi les nourrir dans ce fonctionnement en collectif. Donc le sens de la pauvreté, si vous voulez, n'est pas le même que celui qu'on va trouver dans nos sociétés. Parce que les pauvres, aujourd'hui, ces jeunes dont je vous ai parlé, qui sont sans abri et qui sont éloignés de leur famille, ben, ils ne savent plus compter sur leur famille. Et donc là-bas, effectivement, on est très pauvre, mais on est relié, malgré tout, on est attaché à un groupe, et notamment à un groupe familial. Et donc, ces expériences-là, je les ai constatées très souvent, en Amérique du Sud notamment, mais aussi, on le voit dans d'autres pays. Et donc, on pourrait dire que là, finalement, les 4 types de liens existent dans ces sociétés. Mais il y a un lien qui est prééminent, c'est le lien de filiation. C'est le lien à partir duquel on fait société. On trouve sa place dans la société par le lien de filiation. C'est le lien essentiel. D'ailleurs, cette dame péruvienne disait, on ne faisait absolument pas confiance à l'État. On ne pouvait pas faire confiance à l'État. On ne compte pas sur l'État. Donc le lien de citoyenneté dans ces pays-là, il est fragile, il est ténu. Le lien à l'emploi, il y a plein d'emplois informels, donc on ne peut pas dire que le lien à l'emploi est un lien qui protège non plus. Finalement, le lien le plus important, c'est le lien familial. Et j'ai retrouvé cela, finalement, à travers des enquêtes que j'ai pu mener à grande échelle dans les pays latino-américains notamment, mais pas uniquement. Donc on a finalement une façon de faire société à partir du lien de filiation. Qui est le lien prééminent, et qui se traduit d'ailleurs par aussi des attitudes très différentes, c'est-à-dire que le lien de filiation va envahir la sphère de morale, les sphères de la morale et les autres sphères de la morale. Pourquoi l'État est corrompu dans ces pays ? C'est tout simplement parce que dans ces pays, l'État on fait intervenir des intérêts familiaux, des intérêts... c'est les intérêts de la famille, du groupe domestique qui priment. Et donc, c'est pour ça que les anthropologues voient d'ailleurs le clientélisme politique, le compérage, par exemple, comme quelque chose qui prend son sens dans ce type de société. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à accuser, oui, c'est clientéliste, parce qu'effectivement, nous avons une conception un peu différente. Mais dans cet esprit-là, c'est finalement le lien le plus important, c'est le lien de filiation. Et vous trouvez ça aussi dans les sociétés africaines dont je viens de parler, évidemment. Alors, mais quels sont les autres types de sociétés ? Si vous allez, par exemple, maintenant, dans des pays comme les États-Unis ou comme le Royaume-Uni, on a des pays où l'État social joue un rôle minimal. Il y a un système de protection sociale, mais il est minimal. Et finalement, on pourrait se dire, mais finalement, il n'y a rien d'autre. Finalement, comment on fait société dans ces pays ? Eh bien, on a là un type de lien qui va quand même jouer un rôle important. Historiquement, c'est le lien de participation élective, qui se traduit par le fait qu'il y a une quasi-obligation des citoyens pour participer à la société, d'être membre d'une association, de prendre part à des collectifs qui organisent la société civile. Et c'est pour ça qu'on a des taux de participation à la vie associative beaucoup plus élevés aux États-Unis qu'en France, par exemple. Et on va faire société dans une société libérale, où on a tendance à se méfier de l'État, on ne veut pas qu'il soit trop interventionniste, mais en revanche, on va faire confiance à cette morale associative, à cette façon, à cette capacité des citoyens de se mobiliser, de se défendre à travers des groupes qu'ils constituent eux-mêmes. Et donc on a là un régime que moi j'appelle, qui n'est plus familialiste, mais qui est volontariste, c'est-à-dire que c'est un régime qui se fonde sur la primauté du lien de participation élective. La société française, historiquement, elle est liée on a fait société depuis la fin du XIXe siècle par un modèle social tout particulier qui est fondé sur l'idée que les groupes professionnels jouent un rôle essentiel dans la structuration de la solidarité. On a organisé notre modèle social de solidarité en fonction de la conception de l'emploi. Toutes les cotisations sociales, elles partent véritablement d'une conception où l'emploi était stable, et donc on pouvait faire confiance à son emploi, d'ailleurs, pour être protégé dans la société.
et pour être valorisés à travers des groupes professionnels. Et puis, c'est la raison pour laquelle, en France, on a 95% des emplois qui sont couverts par des conventions collectives. Aux États-Unis, vous n'en avez plus que 11%. 11% contre 95%. Donc, on a une autre conception de notre fonctionnement social. Nous étions au XIXe siècle et avant, bien sûr, dans des régimes qui n'étaient pas des régimes organicistes au sens où on privilégie le lien de participation organique. On était dans des sociétés paysannes qui étaient fondées aussi sur le modèle de la filiation et sur le modèle familialiste. Mais nous nous sommes sortis progressivement de cette logique de l'emprise de la morale domestique parce que nous avons fait confiance progressivement justement aux appuis que nous pouvions obtenir dans le monde du travail par cette organisation de la société salariale. Et donc, on n'a pas oublié sa famille. D'ailleurs, le modèle social en France comporte encore des formes de familialisme, mais nous avons appris à être plus autonomes les uns des autres par rapport à notre famille. Nous nous aimons généralement en fonction des liens que nous établissons au sein de notre famille, mais nous avons aussi une certaine conception de l'autonomie à l'intérieur de la famille. Enfin, autre façon de faire société, c'est la façon finalement où on va mettre en avant le lien qui est le lien de citoyenneté. Et dans certains pays, effectivement, le lien qui compte le plus, c'est là où la morale civique est la plus développée, ce sont des pays qui ont aussi une autre histoire que la nôtre, et notamment des pays où les différences sociales ont été atténuées, où il y a moins d'ostentation entre les individus, où on se fait confiance davantage entre membres d'une même communauté politique, et c'est ce qui s'est développé notamment dans les pays scandinaves, dans les pays nordiques. Alors, voilà des formes finalement d'organisation de la solidarité que je retrouve dans ces comparaisons internationales. J'ai pour cela constitué une base de données comportant 34 pays où on a constitué des indicateurs pour chacun de ces types de liens. Et puis on a pu voir effectivement comment ces 4 types de liens s'entrecroisent de façon différente dans chacune des sociétés pour arriver à cette typologie des régimes d'attachement. Donc, si vous voulez, on peut, à travers ce livre, voir aussi, d'une certaine manière, au-delà de la France, au-delà de ce que je vous ai parlé de la France, on peut aussi voir finalement le fonctionnement d'autres univers que le nôtre. Et ces univers nous interpellent parce que nous sommes confrontés en France, finalement, aussi à l'arrivée dans notre pays de populations qui ont été socialisées dans d'autres univers. Si vous prenez des personnes qui viennent d'Afrique ou d'Amérique du Sud et qui arrivent dans notre pays, ils n'ont pas immédiatement la même conception que nous de la vie en société, parce qu'ils n'ont pas été socialisés de la même façon. Donc ils ont des réflexes, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas s'adapter à notre mode de fonctionnement, mais ils ont des réflexes qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Ils vont d'abord privilégier, et c'est ce qui se passe notamment dans les familles migrantes, d'abord privilégier les liens familiaux pour survivre. C'est ce que, et d'ailleurs dans l'histoire de la migration, on voit que c'est souvent d'ailleurs, on commence par mobiliser les liens familiaux pour pouvoir retrouver sa place dans une société d'accueil. Alors, voilà quelques éléments qui permettent de... alors, peut-être un élément quand même, vous voyez qu'il y a des différents types de régimes, et on pourrait se poser la question, finalement, est-ce qu'il y a dans tout ça une évolution qui nous conduirait à passer d'un stade à l'autre et à arriver finalement dans une conception de la société où la solidarité se déploierait de façon plus générale, la plus générale possible, là où les citoyens se feraient confiance les uns envers les autres, là où la morale civique serait la plus répandue, et qui seraient finalement les pays qui ont atteint le niveau le plus élevé dans ce domaine, qui seraient les pays nordiques. Est-ce qu'il y aurait une logique comme ça d'un passage d'une société familialiste à une société volontariste, organiciste, et puis finalement universaliste ? Alors, je discute cette question. Alors, on voit bien que ça a un lien avec le progrès social. On pourrait se dire, d'une certaine manière, est-ce que c'est le progrès de l'humanité tout entière de raisonner comme ça ? Et je discute cela en montrant que finalement, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
et qu'on ne peut pas se permettre, comme il pourrait y avoir, comme on a raisonné autrefois à travers l'idée qu'il y avait des étapes de la croissance économique, c'était le célèbre économiste Rostov qui parlait de ça, on pourrait se dire, est-ce qu'il y a des étapes inévitables de la solidarité comme ça? Et je remets ça en question parce que c'est effectivement beaucoup plus complexe. D'abord, parce que les pays qui sont aujourd'hui très proches d'un régime familialiste, ce sont des pays aussi, notamment, pensez à l'Amérique du Sud, qui sont dépendants le plus souvent des économies plus prospères. Donc, ils ne peuvent pas évoluer facilement parce que, justement, les inégalités sont considérables dans leur pays et ils sont dépendants économiquement des grandes puissances étrangères. Donc il y a une forme de dépendance qui les maintient finalement dans un système de solidarité où finalement pour survivre il faut mobiliser la famille. Et puis en même temps on pourrait dire que chaque finalement régime d'attachement est confronté à des contradictions internes. Il n'y a pas un seul régime, il n'y a pas un seul type de société qui n'est pas confronté aujourd'hui à des difficultés considérables, y compris les pays nordiques. Je termine le livre sur les pays nordiques et je montre que les pays nordiques sont aussi confrontés à de redoutables difficultés, notamment parce que ce que l'on constate dans ces pays nordiques, que on a parfois tendance à décrire comme le système idéal vers lequel on devrait tendre, ce sont aussi des pays où on voit des problèmes sociaux non négligeables se développer. D'abord, ce sont des pays où l'individualisme s'est quand même considérablement développé, où les jeunes sont extrêmement dépressifs. Et ça, il y a des études. Les symptômes de dépression chez les jeunes sont très très élevé. Donc alors c'est un peu paradoxal, on est dans des sociétés hyper riches, hyper protégées, et en même temps les jeunes ne retrouvent pas facilement, ils ont leur place d'une certaine manière, mais ils sont pour autant dépressifs. Il y a des tendances au suicide qui sont quand même très marquées dans ces pays. Donc il y a une sorte de malaise aussi de ces sociétés où tout est acquis, où la prospérité est généralisée. Et puis on voit également se développer, c'est le cas de tous ces pays, ces dernières années, on voit une poussée de l'extrême droite qui se traduit par une sorte de racisme très à l'égard donc des populations migrantes. Et y compris des pays qui étaient de tradition social-démocrate, des partis sociaux-démocrates, ont tendance à devenir extrêmement fermes, de bloquer les frontières pour éviter donc d'être envahis, entre guillemets, par ces populations qui viennent d'ailleurs et qui n'ont pas leur même culture. Donc finalement, l'universalisme qui caractérise ces pays, en termes de conception de la protection sociale et de morale civique, c'est tout à fait relatif. On pourrait se poser la question, est-ce que c'est vraiment encore véritablement universaliste quand tout consiste finalement à bloquer, à se protéger sur ses frontières et à vouloir défendre un modèle sur une base exclusivement nationale. Donc on voit bien que ce modèle n'est pas tenable à long terme parce qu'effectivement, on peut s'attendre dans le monde à ce qu'il y ait aussi, du fait des contraintes climatiques, encore des populations qui vont devoir partir de leur pays parce que ça ne peut plus être tenable dans leur pays. Donc il va y avoir encore des migrations, il faut s'y attendre. Et donc ce fonctionnement-là est un fonctionnement de société de prospérité qui se protège et qui protège finalement leur enrichissement et leur avance dans beaucoup de domaines, tout en bénéficiant d'échanges commerciaux et d'une division internationale du travail qui est aussi à leur avantage parce qu'ils ne produisent plus chez eux de nombreux produits et qu'ils importent des pays notamment où le régime est familialiste. Donc on a toute une organisation du monde qui doit être pensée, me semble-t-il, de façon plus globale pour bien prendre en compte donc qu'il n'y a pas donc des étapes simples de passage d'un régime d'attachement à un autre. Voilà en quelque sorte quelques éléments que vous trouverez dans ce livre. J'ai parlé un peu longtemps, je vous prie de m'excuser. Je n'ai pas abordé tous les sujets, mais je suppose que vous pourrez en discuter, vous pourrez vous poser des questions et je vous répondrai. Merci en tout cas de votre attention. Merci. Donc chaque type de lien, M. Pogam, se développe dans le cadre d'une morale
qui elle-même dépend évidemment des idéologies du temps, du niveau de développement des pays, etc. Par exemple, par rapport à l'affiliation, il est bien clair que le modèle actuel qui est en question de manière virulente, c'est le patriarcat, une sorte de morale comme ça qui vient parfois effectivement en contradiction avec le choix électif du citoyen. Et on sait bien qu'actuellement, le grand problème, pour moi en tout cas, c'est la déliquescence de la citoyenneté. 53% d'abstention au deuxième tour des législatives est une horreur par rapport effectivement à la situation et par rapport au risque de voir les démocraties se détruire dans des dérives illibérales, comme on dit. Ma question, par conséquent, c'est la force du lien. Ce lien, il peut être évidemment construit par conditionnement excessif, auquel cas il est effectivement une sorte d'aliénation. Pour l'émancipation, la question que je vous pose, c'est ne faudrait-il pas pour chacun de ces liens permettre à tous les individus finalement de devenir autonomes par la réflexion, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience du lien et qu'ils puissent en évaluer la validité par le débat. La question donc que je me pose moi, pour le progrès de l'attachement et pour la sauvegarde de la démocratie, c'est comment peut-on redonner aux gens le désir, à tous les gens, pauvres ou pas, de quelque condition sociale qu'ils soient, comment leur redonner le désir d'utiliser le pouvoir en principe de la démocratie, à savoir débattre, donc leur donner le désir et les moyens de débattre, quelles que soient leurs conditions sociales. Ce problème de la répartition du pouvoir en démocratie est une sorte d'impasse que l'on fait depuis des dizaines d'années probablement. On ne s'occupe pas de la formation des citoyens. Merci beaucoup pour ces remarques. Alors effectivement, je suis comme vous, je suis aussi un peu inquiet face effectivement à la faible participation électorale, parce que effectivement c'est la base. C'est-à-dire que l'idée d'être un individu souverain, c'est de prendre part à la société. Ça veut dire que pour beaucoup de Français, ça n'a plus tellement de sens de participer à la vie nationale à travers des élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi les institutions ne font plus tellement confiance. C'est-à-dire que à quoi ça sert d'élire des députés si finalement les lois passent sans que véritablement il y ait de débat à l'Assemblée nationale. Ça, quand même, ça a beaucoup choqué ce qui s'est passé autour de la réforme des retraites et le passage en force du gouvernement. Effectivement, ça ne donne pas envie à des Français qui sont déjà en situation défavorisée de faire confiance à des institutions républicaines. Donc, on a là un véritable danger. Et je pense que ce qui est en jeu aussi, c'est d'être capable d'écouter les aspirations de la société française qui s'exprime, notamment qui s'est exprimée à travers des manifestations, à travers une aspiration que je ressens très fortement depuis le mouvement des Gilets jaunes, une aspiration à la justice sociale et à la volonté de pouvoir être partie prenante des grands choix de société. Et cela ne passe plus aujourd'hui uniquement à travers le principe des élections, que ce soit présidentielles ou législatives ou les élections locales. Il y a donc quelque chose qui est en recherche là dans la société française, un autre mode de fonctionnement de notre démocratie. Et donc il y a beaucoup de réflexions autour de ça. Mais vous avez entièrement raison. Et de ce point de vue-là, je dirais que nous avons aussi besoin, et vous le soulignez, de débattre. Et d'ailleurs, nous en débattons là aujourd'hui entre nous. Et nous avons besoin de ces débats, de ces contradictions, pour essayer de comprendre finalement. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi, pour essayer de comprendre, mais finalement, comment on peut faire société? Comment on peut être ensemble dans des sociétés démocratiques? Comment défendre la démocratie, mais aussi la justice sociale? Et comment concilier finalement ce besoin que nous avons d'être à la fois protégés par le fait de vivre ensemble et de nous sentir au moins un peu reconnus pour ce que l'on est? Et si on ne vote plus aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de Français et de Françaises qui considèrent qu'ils n'ont pas leur place finalement, que ça ne les concerne pas, parce que finalement, ces élections n'ont très peu d'effet sur leur vie au quotidien. Et donc, c'est tout cela qu'il faut restaurer. Et nous avons entièrement besoin de débats démocratiques, c'est vrai. Bonjour, merci pour votre intervention. Je voulais me centrer sur le premier lien, le lien de filiation que vous avez pas mal évoqué d'ailleurs. Par rapport à l'accouchement sous X que vous évoquez, page 166 de votre bouquin.
Oui, parce que je me dis que l'accouchement sous X n'évolue pas pour une fois qu'il y a des intellectuels, des universitaires qui font preuve d'empathie envers l'aîné sous X. Je me dis que c'est quand même remarquable. Donc, ma question, pour aller vite, parce qu'il faut être concis, c'est donc... bon, je suis un peu joueur d'échecs de club modeste, hein, et donc je vois le coup d'avant. Là, je pense que l'accouchement sous X va évoluer vers le fait que peut-être à 18 ans, on va pouvoir avoir des éléments identifiants sur la mère biologique, et peut-être que... Voilà. Mais il y aura quand même un problème, c'est qu'il y aura un veto de contact, on ne pourra pas le rencontrer. Alors, je me la joue prophète, j'invente un peu l'avenir, mais on ne sait jamais comme. Et le deuxième problème, c'est pourquoi 18 ans ? Pourquoi c'est là où, en suivant l'éco-sociologie, il me disait, bon, d'abord, on s'est occupé des droits des femmes, des droits des personnes en situation de handicap, on en arrive aux droits des enfants. Là, le problème de l'accouchement sous X, j'ai oublié de le poser, excusez-moi, c'est le droit à l'identité de l'enfant qui est subordonné à la liberté qu'a la femme de refuser son rôle ou sa responsabilité de mère. En sachant que les ennemis, ce n'est pas nécessairement les femmes, c'est plutôt le lobby des parents adoptifs. Et voilà, donc c'est sur cette question-là, le veto de contact, attendre 18 ans, même si le projet est déjà loin, parce que l'accouchement sous X n'évolue pas depuis 20 ans, c'est pour ça qu'on comprend qu'il y a certains auteurs qui parlent d'exit, voice or loyalty. Loyalty, c'est souffrir en silence, exit, c'est dégager de France, ou loyalty, ou voice, c'est devenir un acteur changement sociopolitique, si vous voulez. Donc voilà. Alors, c'est un débat qui, je ne suis pas sûr de pouvoir effectivement répondre de façon très précise à toutes vos questions, parce que c'est un débat très pointu. Mais ce que j'ai remarqué moi aussi ces dernières années, qui est aussi le produit d'une évolution de notre société, c'est qu'on attache beaucoup plus d'importance à la filiation. C'est-à-dire que, en gros, pour être véritablement un individu, on a besoin. Et ça, c'est aussi l'avancée de nos réflexions. Hein. On a besoin de savoir d'où on vient, d'être dans une lignée et de connaître ses origines. Alors, le législateur, il a fait ce qu'il a pu, c'est-à-dire pour répondre aussi à ce besoin des enfants, donc qui sont nés sous X, qui à un moment donné ont besoin pour se repérer dans la vie, de savoir de quelle lignée ils viennent, d'où ils viennent finalement. Et donc ça... c'est pour répondre à cela que le législateur a trouvé une solution, alors qui peut être discutable. Pourquoi 18 ans? Pourquoi pas avant? Effectivement, on a essayé de trouver une solution un peu intermédiaire pour protéger quand même la mère. Et qui n'a pas forcément envie effectivement de recevoir l'enfant qu'elle a abandonné, oui, à la naissance, effectivement, et donc elle n'a pas forcément envie de le connaître. Donc il faut protéger la mère, il faut protéger et en même temps reconnaître que dans certains cas, il peut y avoir un besoin malgré tout de l'enfant de savoir d'où il vient. Donc c'est le législateur là, moi j'ai pas d'autre réponse à vous donner que celle-là. Le législateur a trouvé un compromis d'une certaine manière par ce droit aux origines. Oui. Est-ce que la solidarité participative, au sens où vous l'avez précisément définie tout à l'heure, en insistant sur l'idée d'abord que on n'était pas dans le non choisi, mais dans l'expression d'une liberté, et d'autre part dans l'idée que la rupture finalement abîmerait cette solidarité ou la contesterait, cette solidarité participative. Est-ce que ce sens-là ne risque pas aujourd'hui d'être récupéré, renversé dans un sens inattendu? Je pense par exemple au discours qu'on entend qui consiste à dire que la rupture n'est pas une contestation justement de la solidarité participative, mais une chance. Et la liberté ne se fait pas sans responsabilité. Et il suffit, par exemple, lorsqu'on perd son travail, et donc lorsque les liens de solidarité finalement sont contestés, de traverser la rue et de s'attacher à d'autres liens. Justement, l'individu devient responsable ici de sa situation finalement. Et ici, on a évidemment une autre conception ici du lien social. On voit que le lien social il est démultiplié, il est varié. Il faudrait donc s'attacher ici et maintenant pour se délier, se rattacher à d'autres situations, etc. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque finalement donc de récupération par un discours bien identifiable aujourd'hui donc de cette solidarité participative? Merci pour cette question et c'est vrai que vous posez là aussi une vraie question, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que ce qui soutient aussi beaucoup les politiques néolibérales, c'est l'idée que l'individu est responsable, c'est de lui que tout dépend. Et il faut faire confiance à l'individu parce que et d'une certaine manière, ça relève d'une conception
qui était un peu le contraire aux antipodes de ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire de l'individu qui est inévitablement lié à d'autres par le processus de socialisation. Donc là, l'individu, finalement, à tout moment, il peut se dire, ben voilà, je n'ai qu'à faire des efforts et donc forcément, si je fais des efforts, ça sera payant, je vais retrouver un emploi, je n'ai qu'à traverser la rue. Cette déclaration de notre président de la République a profondément choqué l'opinion. Parce qu'effectivement, quand on sait la souffrance du chômage, quand on sait ce que c'est l'épreuve du chômage, des personnes qui ont envoyé des milliers de CV et qui ont toujours eu des réponses négatives, à un moment donné, c'est vrai que c'est profondément humiliant de recevoir cette déclaration-là en pleine figure en disant « mais vous voyez bien, vous n'avez certainement pas fait suffisamment d'efforts pour trouver du boulot ». Donc c'est quelque chose d'injurieux, de méprisant profondément pour justement toutes ces personnes qui vivent au quotidien dans la précarité, qui ont du mal à s'en sortir. Et donc ça nourrit aussi l'idée qui est répandue dans la société française, qui est très très répandue, et pas simplement parmi les élites, c'est aussi dans le corps social, l'idée que il y a des paresseux, il y a des personnes qui ne font pas suffisamment d'efforts, et donc on va extrapoler avec l'exemple. On a rencontré une personne effectivement qui peut-être ne faisait pas suffisamment, dont on estimait qu'elle ne faisait pas des efforts, et donc on va extrapoler à tout le groupe des personnes en difficulté. Et donc c'est ça, me semble-t-il, c'est un peu l'idéologie qui provient du fait que finalement l'individu finalement et joue un rôle déterminant pour lui-même, indépendant finalement des contextes sociaux. Voici que j'ai le micro, donc je vais aller vite. Je voudrais vous demander, est-ce le résultat du travail interdisciplinaire qui vous a conduit à utiliser des termes qui, me semble-t-il, appartiennent davantage à d'autres disciplines, telles que l'attachement, beaucoup utilisé chez les psychanalystes, la morale du côté des philosophes et les psychos qui autour de la reconnaissance de soi et des choses comme ça. Et alors je vais aller encore plus vite. Et je suis surprise des résultats que vous nous avez présentés sur la perte de l'attachement, ou en tout cas les solidarités filiales du monde ouvrier, parce que quand j'ai fait mes études de sociaux, j'avais appris un peu autre chose. Voilà, et je suis un peu vieille maintenant. Mais voilà, bon, je reste là. Bon, merci pour ces deux questions. Je réponds vite parce qu'il faut faire vite, et si on veut prendre une autre question après. Donc, premièrement, l'approche interdisciplinaire, oui, évidemment, parce que moi, je me suis aussi beaucoup nourri, je dois le dire, de toute la théorie de Bowlby sur l'attachement, dont je parle effectivement. Avant Bowlby, il y avait Durkheim qui a parlé de l'attachement dans ses travaux et notamment dans son livre sur l'éducation morale. Mais aujourd'hui, l'attachement est surtout connu dans le champ de la psychiatrie notamment, et qui insiste sur la relation entre la mère et l'enfant dès les premiers mois après la naissance. Et donc cette théorie de l'attachement, elle est encore beaucoup utilisée, et évidemment. Moi, j'insiste justement sur un cadre plus large et qui intègre non pas seulement la relation entre la mère et l'enfant, mais tous les types de liens. Et donc j'apporte le terme social, si vous voulez, à la notion d'attachement. Et je montre qu'il y a des possibilités de passerelle entre la sociologie et la psychologie sur ces questions-là. Quand je parle de la reconnaissance, on est là sur des mécanismes aussi qui relèvent de la psychologie. Et donc, pour moi, il n'y a pas de... Si vous voulez, je ne défends pas, même si je m'inscris effectivement dans une tradition qui est sociologique durkheimienne, je ne suis pas aujourd'hui à défendre les frontières de la discipline, parce que je travaille dans un environnement de sciences sociales, à l'école des hautes études en sciences sociales, où on est très ouvert sur les disciplines, où on considère l'unité des sciences sociales. Et donc,
Et donc la psychologie, il n'y a aucune raison de ne pas essayer de dialoguer entre la psychologie et la sociologie. Ça, c'était le premier point. Et bien sûr, discuter aussi avec les philosophes, bien entendu, c'est ce que l'on envisage également à l'École des hautes études en sciences sociales. La question que vous posez est intéressante parce que moi aussi, comme vous, j'ai remarqué que les liens de solidarité familiale étaient très très forts dans les milieux ouvriers. Quand on décrivait dans les années 50, 60, les quartiers ouvriers, on insistait justement sur cette dimension familiale. C'est la réalité. Sauf que, sauf que l'entre-soi que l'on trouvait dans ces familles, dans ces quartiers ouvriers, n'a plus grand-chose à voir avec le fonctionnement des quartiers socialement disqualifiés de grands ensembles aujourd'hui. C'est-à-dire où se trouvent les quartiers spécifiquement ouvriers dans notre société. Vous verrez que finalement, ça n'existe plus comme ça existait. Et donc, on a aujourd'hui, effectivement, là, moi, c'est la statistique qui parle hein, quand je fais ces enquêtes, et donc on voit qu'il y a effectivement une transformation de la société française de ce point de vue-là. Mais quand même, j'ai renouvelé et je me prends en compte l'effet quand même de la région parisienne, parce que les données que je vous ai présentées proviennent quand même de l'agglomération parisienne. Paris est l'agglomération, une enquête représentative. Mais quand j'ai fait à Strasbourg, on retrouvait ce même phénomène, mais un petit peu moins fort que dans la région parisienne. Mais on le trouvait quand même. On le retrouvait quand même. Donc peut-être, effectivement, dans les villes moyennes, dans les villes comme Toulouse, peut-être qu'on trouvera moins de rupture du lien de filiation dans les catégories populaires. Mais, à mon avis, l'inégalité, on la retrouvera fortement d'un milieu social à l'autre. Une autre question et puis Oui, donc c'est une question qui vient du petit groupe d'étudiantes assistantes sociales au fond de la salle. Donc nous sommes actuellement en train d'étudier l'autonomie, la dépendance et la relation d'aide. Et nous voulions vous poser la question, Monsieur Pogam, si le fait d'aller vers pouvait rendre davantage dépendant à une institution ou à un groupe. Merci. Alors, vous avez, c'est presque ça pourrait être presque le thème d'un colloque sur l'action sociale. En tout cas, je pense que ce que je vous ai présenté comme le besoin dans l'action sociale de concilier protection et reconnaissance, dans le travail social lui-même, je pense qu'on est souvent dans l'action sociale, d'abord dans l'urgence, on est dans le mode de l'aide et donc d'abord dans la protection. Et je crois qu'aller vers, c'est aussi aller vers, mais d'une autre façon qu'uniquement en instaurant des relations de dépendance, mais aussi d'essayer de reconnaître l'individu et de le valoriser. Et donc c'est aussi ça qui change peut-être la nature même de la relation que l'on entretient avec des personnes qui ont besoin d'être aidées et qui appellent, qui demandent des aides. Mais c'est aussi une façon donc qui consiste à insister beaucoup sur la reconnaissance. Merci en tout cas de cette question. Il s'agissait d'une rencontre enregistrée dans le cadre de l'édition 2023 du festival L'Histoire à venir, Il était une fois le progrès. Festival d'histoire et de sciences humaines et sociales co-conçu par l'Université Toulouse-Jean Jaurès, la librairie Ombre Blanche, le Théâtre Garonne et les éditions Anacarsis. Réalisation et mise en onde, Radio Radio. Thank you.